Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un renfort de casques bleus serait nécessaire en Centrafrique selon le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Ce dernier a récemment demandé l'envoi de troupes supplémentaires pour faire face à l'offensive rebelle menée par les groupes armés. Vous l'entendrez dans cette édition. Contre-performance du secteur de l'assurance au Kenya. Ce secteur a été secoué de plein fouet par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, au même titre que l'économie nationale qui s'est rétractée de 5,7% en 2020. Et l'Angola enregistre une baisse annuelle de sa production de pétrole de près de 16%. Un coup dur pour l'économie nationale car le secteur des hydrocarbures représente environ 30% du produit intérieur brut angolais. La Centrafrique est sous état d'urgence depuis le 21 janvier et ce pour 15 jours. Une mesure d'exception prise par l'exécutif pour faire face à l'offensive rebelle qui pèse sur la capitale Bangui depuis décembre 2020. C'est dans ce contexte que Mankeur Ndiaye, l'émissaire des Nations Unies en Centrafrique, s'est exprimé ce jeudi lors d'une visioconférence avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier a prévenu sur les risques de recul en matière de sécurité encourus par la Centrafrique. Le chef de la MINUSCA a appelé au renforcement de ses troupes pour faire face à l'offensive rebelle des groupes armés et pour s'adapter à la nouvelle situation. Écoutons-le. La République centrafricaine court un grave risque de recul en matière de sécurité et de consolidation de la paix, ce qui pourrait saper tout ce que ce Conseil et les partenaires de la République centrafricaine ont contribué à construire patiemment. Cependant, pendant cette crise, les Centrafricains et les Centrafricaines ont démontré, par leur comportement courageux, qu'ils ne sont plus disposés à tolérer qu'on utilise la violence pour les priver d'un droit fondamental tel que le droit de vote. Beaucoup de Centrafricains sont sortis voter là où ils pouvaient voter, là où les groupes armés ne les ont pas empêchés de le faire. La résilience, l'engouement dont le peuple a fait preuve durant les élections du 27 décembre dernier encourage la mission et toute la communauté internationale à continuer de les appuyer sur la voie de la réconciliation, la reconstruction, le dialogue, l'inclusion, comme stipulé par l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Elle est une voie certainement difficile, mais qui reste la seule et unique à même de mener le pays vers une paix durable. Ainsi, j'appelle ce Conseil pour examiner les mesures les plus appropriées pour garantir une adaptation de la MINUSCA à la nouvelle situation sécuritaire. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, c'était ce vendredi 22 janvier que les députés étaient sommés de se prononcer sur leur appartenance à la majorité ou à l'opposition en remplissant des formulaires individuels. Un exercice qui n'a pas plu, notamment aux députés du FCC, coalition de l'ancien président Joseph Kabila, qui se sont opposés à la reconfiguration politique en cours de l'Assemblée nationale. Les députés pro-Kabila ont aussi claqué la porte du Palais du Peuple à cause d'une motion de censure déposée ce vendredi contre le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Ces événements confirment une nouvelle fois que la majorité recherchée par le président Félix Tshisekedi pour la création d'une union sacrée ne sera pas simple à trouver. Au Kenya, le secteur de l'assurance a enregistré de mauvais résultats au cours du deuxième trimestre 2020, notamment à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, un secteur en berne, au même titre que l'économie nationale qui s'est contractée de 5,7% en 2020, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 décennies selon les spécialistes. Marie-Raphaël Ntolo. Le marché de l'assurance kenyan est secoué de plein fouet par la crise du coronavirus. Le secteur a enregistré de mauvaises performances au cours du deuxième trimestre 2020. Selon les dernières données de l'autorité de régulation des assurances, les rachats de police ont connu une hausse de 26%, soit 5,33 milliards de shillings contre 4,22 milliards de shillings publiés au cours de la période similaire précédente. La concordance de ces 3 choses, c'est-à-dire le marché, la concurrence et le risque,
a rendu le marché des assurances beaucoup plus fébrile et moins enthousiaste qu'avant. Le véritable problème, c'est la cohérence. D'où l'importance des gouvernements pour légiférer dans le marché des assurances dans presque tous les secteurs qui sont encore vierges en matière de législation liée aux assurances. Les données de l'Association des assureurs kenyans ont montré que le nombre de défaillances police dont les affaires vie a bondi de 26,7%, soit 40 411 shillings, alors que la valeur en cause atteignait 1,53 milliard de shillings, soit une augmentation de 51,9% par rapport à 733,6 millions de shillings en juin 2019. Donc la couverture doit être renforcée en termes de sensibilisation et les populations doivent être confiantes envers les assureurs. L'économie aussi ne se sent pas en sécurité par rapport aux risques couverts. D'où cette confiance doit impérativement être recréée en ayant des sociétés d'assurance moins procédurières, en ayant des sociétés d'assurance plus promptes et plus réactives. Sans cette confiance, il faudra oublier le décollage du marché des assurances. Pour rappel, l'économie kenyane s'est contractée de 5,7% au deuxième trimestre de l'année dernière. La contraction la plus profonde depuis près de 2 décennies, d'après certains experts, qui précisent qu'elle est due aux mesures de restriction imposées pour freiner la propagation du virus. Coup dur pour l'Angola, le deuxième pays producteur de pétrole en Afrique a vu sa production chuter de 16% en glissement annuel en 2020. Une contre-performance qui s'explique notamment par le fait que le pays se soit conformé au quota de réduction établi par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, en 2020. Plus de détails avec Lorita Simbo. L'Angola, deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique, a vu sa production passer de 1,145 million de barils de pétrole par jour en 2019 à 1,4 million en 2020, soit une chute de 16%. Une baisse qui s'explique par le fait que le pays s'est conformé au quota de réduction établi par l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, en 2020. Ce qui s'est passé au niveau de l'Angola est une instruction venue du cartel de tous les pays producteurs de pétrole qui s'appelle l'OPEP. L'OPEP a pris lors d'une de ses sessions de travail la résolution de demander à chacun de ces pays membres de réduire la quantité à offrir sur le marché. C'est une loi économique. Plus ils offrent le produit, notamment le pétrole brut sur le marché, plus le coût du pétrole va descendre. Moins ils offrent ce produit-là maintenant, le coût du baril va prendre le sens inverse, c'est-à-dire il va augmenter. De ce point de vue, on n'a pas à s'alarmer sur cette chute-là. Les exportations pétrolières de l'Angola vers la Chine ont également pris un coup suite à cette décision du cartel. Elles ont chuté d'environ 11% au cours des 11 premiers mois de 2020 pour atteindre 38 millions de tonnes. L'Angola aura intérêt à suivre au fil de l'eau l'évolution du cours du pétrole, le cours du baril sur le marché international, parce que c'est sans intérêt. Pourquoi un baril, je vous dis bien, en novembre 2019, le baril était déjà à $64. Mars, avril 2020, ce même baril avait déjà un coût divisé par 3. Donc ce n'est pas dans l'intérêt de l'Angola de continuer à produire dans ces conditions-là, puisqu'en fait, vous consommez les mêmes utilités, vous dépensez les mêmes montants, les mêmes sommes d'argent pour produire un baril, et vous le vendez à $60. Si vous continuez dans un environnement où les coûts ont chuté ou ont plongé, à produire toujours, c'est à perte. Pour rappel, depuis le dernier accord portant sur la production, conclu entre les membres de l'OPEP début 2021, l'Angola peut désormais pomper en moyenne 1,267 millions de barils par jour, soit 87 000 barils de plus que le précédent quota. Cette offre sera valable jusqu'à la fin du premier trimestre 2021 et représentera une hausse de 11% par rapport à l'année 2019. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, a battu son record de production en 2020 avec plus de 800 000 tonnes. Mais la noix de cajou se vend mal, raison pour laquelle le pays a décidé de s'attaquer à un défi de taille, celui de transformer localement son or gris. Reportage de notre correspondant Olivier Conan.
Vers une plus grande transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. La noix de cajou est une nouvelle mamelle de l'agriculture et de l'économie ivoirienne. En 10 ans, le pays est devenu premier producteur et exportateur mondial avec 654 000 tonnes en 2019. C'est une baisse comparée à 2018 où le pays a produit 761 317 tonnes. La campagne de commercialisation 2020 a été marquée par les difficultés de respect du prix d'achat bord champ de 400 francs CFA le kilo rencontré par le producteur. Avec mot d'ordre de l'État, il dit de garder bien produit, on va payer le prix. Mais aujourd'hui, à peu près toutes les régions, il y a produit là-bas tout partout. Mais les manufacturiers, là, les gens, il a besoin de l'argent, ils viennent faire tout de payer le produit 150 francs, à 100 francs, à 200 francs. Parce que si tu as besoin de l'argent, il faut l'argent. Obligé, tu vas donner ton produit. Donc on demande l'État. Vraiment, il n'a qu'à nous aider pour voir ces problèmes-là. Pour les spécialistes, la solution pérenne, c'est la transformation locale de la production. Le gouvernement ivoirien a fixé l'objectif de transformer localement 50% des matières premières agricoles. La capacité actuelle de transformation de l'anacarde n'est que d'un peu plus de 6%. De petites unités de transformation se créent pour réduire les difficultés de vente à l'export rencontrées par le producteur. C'est un projet qui, à terme, va installer 115 kits dans la région du Hambol. Mais figurez-vous, la capacité totale de traitement de ces 115 kits, c'est 12 000 tonnes sur 88 000 tonnes. Donc à peu près 13% de la production locale régionale. Mais c'est le sigma de ces produits de transformation locale au niveau régional qui va permettre de booster et d'atteindre l'objectif que le gouvernement s'est fixé. Donc nous allons faire en sorte de transformer progressivement d'abord la première phase de transformation et ensuite installer une unité de finition. C'est à peu près 1,9 milliard d'investissements à terme dans toute la région et les taux de rentabilité sont très intéressants. Selon le Conseil Coton Anacarde, le pays a atteint une production record de plus de 800 000 tonnes en 2020. Cette performance souligne l'urgence d'augmenter la transformation locale afin d'améliorer le revenu des producteurs. A noter que le prix de référence à l'exportation, comprenant le coût, l'assurance et le fret, est passé de 1 300 $ la tonne, soit environ 700 000 francs CFA, à 900 $, soit environ 486 000 francs à cause de l'impact négatif du Covid-19. La ville de Douala, au Cameroun, a un nouvel ambassadeur en la personne de Lilian Thuram. L'ancien footballeur français a été fait citoyen d'honneur de la ville de Douala. C'était le 21 janvier à l'occasion d'une cérémonie cultuelle. Reportage de Thierry Ndassa. C'est sur l'esplanade de la Maison de la Culture Sawa à Douala que l'ancien footballeur professionnel français Lilian Thuram a été fait notable du groupe ethnique Sawa et citoyen d'honneur de la ville de Douala. Une cérémonie culturelle qui a réuni dans l'après-midi du 21 janvier les principales autorités traditionnelles du peuple Sawa. Lilian Thuram incarne, selon le chef traditionnel du canton Bel, un modèle sur lequel peut s'inspirer la jeunesse africaine. Voilà un jeune qui rentre à la maison et qui nous remplit d'honneur et dignité. Le Ngondo accueille une étoile noire. Lilian Thuram a reçu des mains du maire de la ville de Douala la clé de la cité, faisant de lui un citoyen d'honneur de la capitale économique camerounaise. Il devient de ce fait un ambassadeur de la ville de Douala et de la culture Sawa à travers le monde. Et même dans les moments difficiles, je me souviendrai le jour où je suis rentré dans cette case où on m'a parlé, où effectivement j'ai eu des larmes parce que j'ai l'impression d'être dans un retour en fait. Dans un retour que tout entier devrait avoir ce cadeau en fait. Donc je vous remercie énormément et j'espère être à la hauteur de ce cadeau. Arrivé au Cameroun le 18 janvier, Lilian Thuram a parrainé les ateliers Mouinda, dédiés à la formation des jeunes vidéastes dans l'art documentaire. Depuis la fin de sa carrière professionnelle en 2008, le champion du monde 98 a publié plusieurs livres et s'est engagé à travers sa fondation dans la lutte contre le racisme. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.